2018 Gelsenkirchen, les finalistes. Le club de Schalke est de retour dans la prestigieuse Ligue des Champions. Pour beaucoup de monde, c'est une évidence, le club est de retour. Mais ici, en réalité, ce succès même représentait le véritable problème. Car avec le recul, cette deuxième place n'était pas le commencement d'une ère nouvelle, mais plutôt l'instant précis où Schalke s'est engagé sur une voie dont il ne pouvait plus se défaire. Le classement de 2018, quant à lui, dépeignait une véritable histoire de succès. Les chiffres en dessous racontaient une autre histoire. Schalke a récolté près de 12 points de plus que ce que leur performance justifiait réellement. De tels écarts sont extrêmement rares. À cela s'est ajouté un nombre inhabituellement élevé de pénalités qui représentaient une grande partie des buts, ce qui est statistiquement très difficile à reproduire. Donc, la question n'est pas de savoir pourquoi Schalke s'est effondré par la suite. La vraie question est pourquoi ce succès semblait-il si solide et si stable au tout début? Parce que du point de vue du club, absolument tout paraissait parfaitement logique. La deuxième place, en Ligue des Champions, c'est la confirmation de la voie que nous avons choisie. Mais et si ce résultat n'était pas le fondement d'un succès durable, mais plutôt une simple anomalie? C'est précisément là que réside tout le point crucial. La chance n'était pas le problème en soi, mais plutôt les conclusions qu'on en a tirées. La direction a considéré cette saison non pas comme une exception, mais comme une nouvelle norme établie. Un succès à court terme a été envisagé comme s'il s'agissait d'un niveau de performance permanent, et c'est précisément à ce moment-là qu'a débuté le processus qui a mené Schalke pas à pas vers l'effondrement total. Ainsi, la question décisive qui se pose est comment un vice-champion peut-il devenir la cause de sa propre chute? Pour comprendre pourquoi l'effondrement de Schalke fut si grave, il faut se replacer brièvement dans cette période. Jusqu'en 2017, Schalke n'était pas un club luttant contre la relégation. Le club évoluait constamment dans la première partie du classement de la Bundesliga. La qualification en Ligue des Champions était possible et faisait partie des attentes. Schalke appartenait au groupe de clubs qui se battaient régulièrement pour les places internationales. Avec cette attente, Schalke a abordé la saison 2017-2018 et à la fin, ils ont terminé deuxième, vice-champion. Sur le papier, tout correspond. Et pourtant, cette équipe semblait différente. Schalke gagnait beaucoup de matchs, mais rarement de manière convaincante. Il n'y avait presque pas de matchs où l'on avait le sentiment que l'adversaire était maîtrisé ou dominé. À l'époque, cela ne dérangeait presque personne. Les victoires sont des victoires. Avec le recul, c'est exactement ce sentiment qui est décisif, car normalement, on reconnaît une équipe de haut niveau au fait qu'elle façonne les matchs, qu'elle provoque des occasions, qu'elle met la pression. Avec Schalke, on en a peu vu et c'est exactement là que le doute commence. Si une équipe termine deuxième sans paraître dominante, une simple question se pose. Comment ce succès est-il réellement arrivé? Regardons le premier graphique. Il nous montre deux choses simultanément, le nombre de points qu'une équipe a réellement obtenu et la qualité de sa performance sous-jacente. Sur l'axe horizontal, on retrouve les points réels provenant du tableau. Sur l'axe vertical, ce sont les points attendus, ce qui représente le niveau de performance. La ligne diagonale au centre, c'est la zone où les deux se valent à peu près. Celui qui s'y trouve reçoit ce qu'il a mérité. Et oui, le Bayern est aussi en dessous de cette ligne. Le Bayern a également engrangé plus de points que sa performance ne le suggérait. Mais maintenant vient la différence décisive. Le Bayern est loin en haut à droite. Ils ont le total de points attendus le plus élevé de toute la ligue. Même sans cette anomalie, ils auraient sans aucun doute terminé en tête. Dans ce cas, cet écart ne fait qu'amplifier une domination déjà bien établie. Et maintenant, parlons de Schalke. Schalke se trouve également en dessous de cette fameuse ligne. Ici aussi, il y a plus de points que de performances. Mais l'enjeu est tout autre. Schalke se retrouve avec environ 50 points attendus. Ce n'est pas un niveau de deuxième place, c'est plutôt la région autour de la quatrième place. Et c'est précisément là que réside la tromperie. Pour le Bayern, cet écart est un avantage. Pour Schalke, c'est le fondement même, donc le graphique ne dit pas que Schalke était mauvais. Il est dit que Schalke était bon, mais pas aussi bon que le classement le prétendait. Et c'est exactement pourquoi cette saison n'a jamais donné l'impression d'être une vraie grande équipe sur le terrain. Le deuxième graphique explique pourquoi Schalke en 2018 n'a jamais semblé être une vraie grande équipe malgré sa deuxième place. Sur l'axe horizontal, nous avons de nouveau des points. Sur l'axe vertical, nous observons les buts marqués en jeu ouvert, c'est-à-dire des buts résultant de situations de jeu construites et fluides. Plus une équipe se situe en haut et à droite, plus son profil est net et distinct. Beaucoup de points et de buts issus de leur propre construction de jeu. C'est la situation du Bayern, de Dortmund et d'Hoffenheim. Schalke se démarque ici en étant visiblement très en dessous, au même niveau que des équipes du milieu de tableau supérieur, et non pas avec les prétendants au titre ou à la deuxième place. Cela signifie que Schalke a engrangé un grand nombre de points, mais n'a généré que très peu de véritables menaces offensives en jeu ouvert. C'est précisément pourquoi de nombreux matchs ont semblé si difficiles. C'est exactement pourquoi la domination faisait défaut et c'est précisément pourquoi le ressenti sur le terrain ne correspondait absolument pas au classement. Alors, la question cruciale demeure. D'où venait donc tout
ses buts et ses points. Le troisième graphique nous donne la réponse. Ici, l'axe horizontal représente le nombre de. Ici, l'axe horizontal représente le nombre total de buts. L'axe vertical indique le nombre de pénalités. Normalement, la règle est que les équipes avec beaucoup de buts sont plus à droite. Les équipes avec un nombre normal de pénalties restent au milieu. Schalke se distingue immédiatement. Par rapport au nombre de buts, il se situe anormalement haut. 10 pénalties, nettement plus que les équipes comparables. Cela signifie qu'une proportion de buts supérieure à la moyenne ne provenait pas du jeu courant, mais plutôt de situations de coups de pied arrêtés, qui sont statistiquement très difficiles à planifier ou à reproduire. La deuxième place en 2018 a été perçue comme un nouveau départ pour Schalke. Après des années d'agitation, un calme était soudainement revenu. Ligue des champions, la reconnaissance, le sentiment d'appartenance retrouvé, et c'est précisément pourquoi presque personne ne posait de questions à l'époque. Les premiers problèmes ne sont pas apparus sur le terrain, ils sont apparus dans les contrats. Leon Goretzka est parti, Max Meyer est parti. Plus tard, Alexander Nubel a suivi. Non pas dans la controverse, non pas dans le chaos, mais plutôt avec désinvolture. Schalke était deuxième, donc rien de tout cela ne semblait menaçant. Ce n'est qu'avec le recul que l'on comprend vraiment ce qui s'est passé ici. Ce graphique montre la valeur marchande des joueurs que Schalke a perdus en transfert gratuit. Sur un axe, les années. Sur l'autre, leurs valeurs marchandes respectives. Et une saison se distingue immédiatement, 2018-19. Au cours de cette seule année, des joueurs dont la valeur marchande dépasse les 60 millions d'euros disparaissent sans la moindre indemnité de transfert, sans être remplacés, sans aucune forme de compensation. Ce n'est pas un moment qui fait les gros titres, mais c'est celui où l'on perd de la substance, une valeur qui ne se récupère pas. Pourtant, la sonnette d'alarme n'a pas été tirée. Sportivement, les choses ont dégringolé juste après la fin de l'élan. 14e place lors de la saison 2018-2019, puis 12e un an plus tard. C'était déjà une crise, mais Schalke ne la percevait pas comme un problème fondamental ou structurel, car en surface, le club continuait de bien fonctionner. Il participait encore à la Ligue des Champions. Les recettes financières étaient au rendez-vous. L'effectif paraissait suffisamment solide sur le papier. En interne, l'effondrement n'était pas dû à de fausses hypothèses, mais à des années de transition, de malchance et de reconstruction. C'est pourquoi Schalke a continué d'investir, non par panique, mais par la conviction d'être une équipe qui n'avait fait qu'une brève sortie de route. Le graphique suivant est le tournant décisif. Ce graphique met en évidence deux évolutions majeures observées sur une période de plusieurs années. D'un côté, il détaille les montants que le club de Schalke a consacrés chaque saison au transfert de joueurs. De l'autre, il représente l'évolution de la valeur marchande globale de l'effectif de l'équipe. Normalement, ces deux éléments évoluent de concert. Si l'on investit beaucoup, la valeur de l'effectif augmente. Jusqu'en 2017, c'est exactement ce qui se produit. À partir de 2018, ces deux évolutions se distinguent nettement. Les investissements restent élevés, tandis que la valeur de l'effectif chute saison après saison. Et c'est précisément là que le système bascule. À partir de ce moment-là, Schalke a continué à débourser beaucoup d'argent, mais recevait en retour de moins en moins de qualité. Ce n'est pas une simple erreur, mais une impasse structurelle. Transposée à la vie de tous les jours, les coûts mensuels restent les mêmes, mais ce que l'équipe vous apporte se dégrade. Normalement, on pourrait réagir à ce stade. On vend quelque chose, on réduit les dépenses, on achète du temps. Schalke ne pouvait plus se permettre cela. Les salaires des joueurs étaient engagés sur le long terme. L'effectif ne générait quasiment aucune recette de transfert. Chaque décision s'est transformée en un pari. C'est le point où la porte se referme. Non pas avec fracas, mais de façon définitive. À partir de ce moment, chaque transfert se mue en une tentative désespérée de réparation. Sébastien Rudy se dresse comme un symbole éloquent de cette situation. Des frais de transfert élevés, un salaire élevé, l'espoir d'une stabilité immédiate. Quand ça n'a pas marché sur le terrain, il n'y a pas eu de solution élégante. Rudy a été prêté et Schalke a continué de payer. Ce qui importe, ce n'est pas ce seul transfert. Ce qui importe, c'est qu'à partir de ce moment, les erreurs ne peuvent plus être compensées. Un faux pas ne coûte plus seulement des points, mais coûte immédiatement de l'argent. Le graphique suivant montre que la dette n'est pas apparue soudainement. Il présente le solde net des transferts sur plusieurs années, c'est-à-dire la différence entre les dépenses et les revenus. Même avant 2018, cette balance était déjà négative. Pendant de nombreuses années, Schalke a dépensé plus que ce qu'il ne recevait des ventes, de sorte que cette deuxième place n'est pas arrivée dans un système financier sain, mais plutôt dans un système avec très peu de réserves. Après 2018, le bilan devient partiellement plus équilibré, voire légèrement positif. À première vue, cela ressemble à du contrôle. En réalité, c'est une contrainte. Schalke ne pouvait plus investir agressivement, mais devait toujours supporter des coûts fixes élevés. Il n'y avait plus aucune flexibilité. Ensuite, la saison 2019-2020 est arrivée. David Wagner a pris les commandes de l'équipe. Schalke a connu un début de saison plutôt correct. Jusqu'au mois de janvier, le club se trouvait même en position qualificative pour la Ligue des Champions. Pendant un court instant, tout semblait apaisé, presque comme avant. Cependant, cette tranquillité reposait uniquement sur les résultats et non sur une structure solide.
Quand les résultats ont basculé, tout a basculé. Il n'y avait plus aucune marge de manœuvre sportive, aucune marge de manœuvre financière, 16 matchs sans victoire. Et c'est précisément à ce moment-là que le coronavirus est arrivé. Non pas comme la cause première, mais plutôt comme un véritable test de résistance. Si d'autres clubs ont également subi des pertes de revenus, Schalke, lui, a perdu sa toute dernière marge de manœuvre. Il ne restait plus rien qui puisse être vendu rapidement et plus rien qui puisse être réduit à court terme. Schalke ne s'est pas effondré à cause d'un seul transfert raté, ni à cause d'un seul entraîneur qui a échoué, et pas non plus à cause de l'arrivée du coronavirus. Schalke s'est effondré parce qu'après 2018, ils ont pris des décisions qui ne pouvaient fonctionner que si l'on était durablement meilleur que ce que l'on était réellement. Et quand cette hypothèse s'est avérée fausse, toutes les options avaient déjà disparu. Ce qui a suivi, ce fut la saison 2020-2021, sans aucun nouveau départ, sans la moindre correction de cap, mais plutôt la phase où il est devenu évident ce qui se passe quand un club n'a plus aucune option. Schalke n'avait presque pas d'argent, quasiment aucune marge de manœuvre, mais avait désespérément besoin de résultats. Et c'est précisément dans cette situation que les décisions perdent tout leur effet. Au cours d'une seule et même saison, Schalke a changé d'entraîneur à 5 reprises. Non pas parce qu'il croyait en des solutions rapides, mais plutôt parce que toutes les autres options possibles avaient déjà été bloquées. Chaque remplacement s'est avéré plus provisoire que le précédent. Chaque nouvel entraîneur n'était pas là pour développer, mais pour gagner du temps, un temps qui était déjà perdu. La nomination de Christian Gross marque le point où la perte de contrôle est devenue visible. Il n'était pas le déclencheur de la crise, mais son symptôme. Lors d'une conférence de presse, il a confondu les noms de ses propres joueurs. Alessandro Schöpf est devenu Massimo Schöpf. Schöpf wieder Massimo Schöpf zurück. Can Bozdoğan est devenu Kaan Erdoğan. Kaan Erdoğan ist eine Option auf der Position. Ce n'était absolument pas un moment amusant. C'était en fait un véritable signal d'alerte. Lorsque l'orientation fait défaut à ce niveau, la crise ne pourrait plus du tout être gérable. Sur le plan sportif, rien n'a changé. Au contraire, l'incertitude grandissait à chaque nouvelle décision. L'ampleur de ce déséquilibre est révélée par le prochain examen des chiffres. Ce graphique met en relation les dépenses salariales des clubs avec les points qu'ils ont récoltés. Sur un axe, nous voyons combien un club dépense par saison pour son effectif. Sur l'autre, combien de points il obtient en retour. Normalement, un schéma clair se dégage. Les équipes qui dépensent beaucoup sont plus hauts. Les équipes au budget modeste sont plus bas. Un club performant, c'est là où les deux se rejoignent. Beaucoup d'argent, beaucoup de points. Et puis, il y a Schalke, à un seul point de tout le reste. Très forte dépense salariale, mais extrêmement peu de points. Schalke jouait encore au niveau de la Ligue des Champions, mais livrait des performances sportives qui n'étaient même pas suffisantes pour une lutte contre la relégation. Tout ce qui s'était accumulé au cours de l'année précédente se retrouve ici en une seule image. Cela devient encore plus tangible dans la prochaine comparaison. Ce tableau indique le coût par point, c'est-à-dire la somme d'argent qu'un club doit dépenser en moyenne pour obtenir un seul point de championnat. Pour de nombreux clubs, ces valeurs se situent dans la fourchette des 6 chiffres, soit quelques centaines de milliers d'euros par point. Pour Schalke, cette valeur atteint près de 4 millions d'euros. Cela signifie que chaque point perdu n'était pas seulement un revers sportif, mais également une perte financière considérable. Chaque échec a eu un double impact, sur le classement et sur un club qui n'avait plus aucune marge de manœuvre. Sur le terrain, le résultat logique a suivi. Au fil des saisons, Schalke a enchaîné 30 matchs de Bundesliga sans victoire. Au final, 16 points seulement, l'un des pires bilans de l'histoire de la Bundesliga. La relégation était actée depuis longtemps sur le plan sportif, mais la vraie rupture était plus profonde. En pleine pandémie, lorsque les matchs se jouaient à huis clos, le club a exigé une demande de cas de rigueur pour ses supporters afin de rembourser les billets. Les fans devaient déclarer par écrit qu'ils étaient en difficulté financière pour récupérer leur propre argent. Pour un club qui se définissait par la proximité, la solidarité et l'identification, ce fut un tournant. La confiance fut perdue bien avant que la relégation ne soit mathématiquement scellée. Le 20 avril 2021, elle fut finalement scellée. Schalke perdit 0-1 à Bielefeld. La relégation était officielle, mais le plus décisif ne s'est pas passé sur le terrain. Cette nuit-là, l'effondrement interne du club est devenu manifeste aux yeux de tous. Des supporters en colère, des joueurs visiblement effrayés, un club totalement dépourvu de contrôle, non pas comme la simple explosion d'un unique match, mais plutôt comme la conclusion visible d'un long processus qui s'était étalé sur plusieurs années. Le bon résultat de 2018 n'était pas un fondement. La relégation en 2021 n'était pas un accident, c'était la conséquence logique. Pour comprendre pourquoi Schalke en est là où il en est aujourd'hui, il ne faut pas considérer les années après 2021 comme des saisons individuelles. Il faut plutôt les voir comme une unique réaction en chaîne. Des décisions ont mené à de nouvelles contraintes, ces contraintes à de nouvelles illusions, et chaque solution supposée n'a fait qu'aggraver le problème suivant. Le point de départ, c'est l'effondrement de l'année 2021. Schalke n'a pas fait que descendre.
Le club s'est effondré à la fois sur le plan sportif et économique, avec seulement 16 points, aucune victoire obtenue en 30 matchs et une perte massive de revenus. Ce qu'il en restait, c'était un club doté de structures de Bundesliga, mais confronté à la dure réalité de la deuxième division. Et c'est précisément de cette tension, de ce décalage, qu'est née la première grande illusion. Lors de la saison 2021-2022, la promotion immédiate a été réussie. Pour beaucoup, cela ressemblait à un salut, comme la preuve que l'effondrement n'avait été qu'un faux pas. L'humeur a changé, l'espoir était de retour. Mais cette saison avait une particularité. Elle portait presque exclusivement un seul nom, Simon Terode. 30 objectifs, historiques, impressionnants et dangereux, car ils donnaient l'illusion d'une force considérable, là où, en réalité, une dépendance existait bel et bien. Schalke a été promu sans être dominant, sans dominer le championnat, sans une structure qui fonctionnait indépendamment d'un seul joueur, et c'est précisément la raison pour laquelle cette promotion a été mal interprétée. Au lieu de comprendre que c'était un signal d'alarme, elle a été traitée comme un nouveau départ, comme la confirmation que la base était suffisante, qu'ils étaient compétitifs et que seuls de petits détails manquaient, et cette hypothèse a conduit directement à la décision suivante. Même avant le début de la saison de Bundesliga, Schalke a eu l'occasion de recruter définitivement Koita Kura, le pilier défensif de l'équipe promue. L'option d'achat était d'environ 5 millions d'euros. Pour un club sain de Bundesliga, cela ne représentait pas un obstacle majeur. Schalke ne pouvait pas se le permettre. Et à ce moment-là, la situation aurait dû être évidente. La promotion en première division n'avait absolument rien réglé. Elle n'avait fait que masquer le problème, car un club qui ne peut pas retenir son joueur le plus important de deuxième division n'est structurellement pas prêt pour la Bundesliga. Les conséquences se sont manifestées immédiatement. Lors de la saison 2022-2023, Schalke aligne un effectif manquant cruellement de qualité, de profondeur et de stabilité. Trop de buts encaissés. Avec seulement 35 buts marqués, c'est la plus faible attaque du championnat. Presque aucune maîtrise du jeu. Peu de phases où l'on avait le sentiment que quelque chose se mettait en place. La tentative de remonter en deuxième partie de saison fut émouvante. Elle a maintenu l'espoir, mais n'a rien changé à la réalité. Schalke n'était pas prêt pour la Bundesliga. Cette nouvelle relégation n'était pas due à la malchance. C'était la conséquence logique d'une promotion sans fondement. Et là, quelque chose de décisif a changé. La relégation de 2021 aurait pu être présentée comme un simple accident, comme la chute d'un grand nom qui serait rapidement corrigé. La relégation de 2023 a complètement détruit cette narration. Schalke n'est pas remonté en deuxième division en tant que favori, mais plutôt comme un club amélioré, avec des ressources limitées, un roulement de personnel élevé et une pression constante. Dans les années 2024 et 2025, cela est devenu évident. Des changements d'entraîneurs, une planification d'effectifs à court terme, des difficultés financières. Schalke ne parvenait plus à dominer les matchs. Le club ne faisait que réagir. À certains moments, il n'était plus question de promotion, mais plutôt de ne pas descendre plus bas. Tel est le statu quo qui prévaut avant cette saison en cours. En quelques années, Schalke n'avait pas seulement connu 2 relégations, le club a perdu quelque chose de plus profond, le sentiment de pouvoir rivaliser au sommet par ses propres forces. La question est de savoir si le club a enfin appris à reconnaître les illusions ou si le prochain moment d'espoir mènera une fois de plus à la prochaine mauvaise décision. Saison 2025-2026. Schalke est champion d'automne. L'ambiance est revenue. Pas aussi euphorique qu'avant, mais bien perceptible. Et c'est précisément la raison pour laquelle une question se pose que les habitants de Gelsenkirchen ont appris à prendre au sérieux. Est-ce que c'est la bonne cette fois ou ne s'agit-il que d'une nouvelle table rase sans véritable fondement? Si l'on regarde les données offensives, le scepticisme est tout d'abord justifié. Le premier graphique montre à quel point les équipes sont dominantes dans le dernier tiers du terrain. Dribble, tir, pression constante. C'est là que se retrouvent les équipes qui contrôlent activement le jeu. Schalke n'en fait pas partie. Ils sont au milieu de terrain, pas faibles mais pas non plus dominants. Le second coup d'œil accentue ce sentiment. Ceci concerne les buts inscrits en phase de jeu. Plus une équipe se positionne vers la droite, plus elle génère de danger lorsque le ballon est en pleine action. Et Schalke se situe étonnamment loin sur sa gauche. 9 buts dans le jeu à mi-parcours de la saison. Pour un leader de championnat, c'est extrêmement peu. Exactement à ce stade, les sonnettes d'alarme ont retenti par le passé. Peu de maîtrise du jeu, peu d'occasions, mais des résultats. Ce fut le cas en 2018 et par la suite également. Des classements qui semblaient meilleurs que ce qui se passait sur le terrain et c'est précisément ici que l'on dirait normalement « attention ». Mais cette fois, il y a une différence vraiment décisive. Le troisième graphique ne nous montre pas comment Schalke attaque, mais bien comment ils défendent. Sur un axe, combien de tirs ils concèdent, sur l'autre, à quel point ils contestent activement ces situations. Concèdent peu, interviennent beaucoup. Et c'est précisément là que Schalke se place très à gauche, très haut. Cela signifie que les adversaires tirent à peine, et cela n'arrive pas par hasard, non pas en restant en défense et en espérant, mais par l'agressivité, la pression précoce, les duels constants. Ce n'est pas du beau football, mais c'est un plan clair. Et surtout, c'est l'opposé de ce sur quoi Schalke s'appuyait dans les phases précédentes.
Pas de série de pénaltys, pas de surperformance d'attaquants individuels, pas de mince espoir que cela suffira d'une manière ou d'une autre. Au lieu de cela, un contrôle total sans le ballon. Cela signifie-t-il que Schalke est en sécurité? Bien sûr que non. Une défense peut s'effondrer, un système peut être déjoué, une saison peut basculer, mais le fond du problème est ailleurs. Si Schalke échoue, cette fois-ci, ce ne sera pas parce qu'ils se sont illusionnés, mais parce qu'un schéma pourtant clairement identifiable n'aura pas suffi, et cela, c'est une différence. L'histoire de ce club regorge de moments où les classements étaient trompeurs, où les chiffres étaient plus flatteurs que le jeu lui-même, où l'espoir était bien plus grand que les fondations réelles. La question qui se pose maintenant n'est pas de savoir si Schalke est champion d'automne. La question est de savoir s'ils ont compris cette fois pourquoi ils en sont là et c'est exactement ce qui décidera de la suite. Pensez-vous que Schalke sera promu cette saison et réussira à se maintenir en Bundesliga? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous ne voulez plus manquer de vidéos comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Ciao et on se revoit la prochaine fois.